Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin sur l'une des annonces du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La nouvelle génération des contrats de développement est tournée vers la transition énergétique et le changement climatique. Et pour en parler, vous recevez Christopher Gigès. Oui, bonjour Christopher Gigès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir notamment sur ces contrats de développement, parce qu'il n'y a pas eu que des déclarations politiques lors de cette visite, mais il y a aussi un certain nombre de déclarations techniques, on peut dire ça comme ça, même si ça rejoint aussi la politique, notamment les contrats de développement. C'est des changements importants qui sont annoncés pour ces contrats de développement 2024-2027. D'abord, ils vont être en nombre réduit. Il y en avait 10 jusqu'à présent, ça va passer à 4. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Et quelles sont les institutions qui vont signer ces contrats de développement? Ouais, déjà, c'est des annonces techniques, mais extrêmement concrètes de la part du ministre et qui montrent l'implication de l'État sur des secteurs qui ne sont pas forcément les compétences de l'État. Vous l'avez annoncé sur la question énergétique, sur la question environnementale. Ce n'est pas des compétences de l'État, c'est une compétence du gouvernement, c'est des compétences des provinces. Et là, il y a une implication de la part du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et de l'État à travers ces annonces qui est extrêmement importante. On avait avec les contrats de développement des outils qui étaient importants pour développer la Nouvelle-Calédonie, mais qui étaient extrêmement complexes. On en avait 10, c'était extrêmement compliqué de les solliciter, ce qui faisait que ils n'étaient pas utilisés jusqu'au bout. Et là, il y a eu un pragmatisme qui a été fait de la part du Haut-Commissariat et du ministre, de passant de 10 à 4 et avec une vraie marge de manœuvre pour le haut-commissaire au niveau local. Tout ne sera pas discuté et décidé à Paris, mais le haut-commissaire a une marge de manœuvre pour que ça aille beaucoup plus vite et pour que les contrats soient utilisés le mieux possible. Alors ces 4 contrats de développement 2024-2027, ils vont concerner quelles collectivités? On sait déjà un peu le périmètre? Oui, ils vont concerner le gouvernement, les provinces et les communes, mais la grande révolution dans ces contrats, c'est que par le passé, on avait des contrats qui étaient intercollectivités. C'était gouvernement-province, province entre elles. Et le fait qu'une collectivité ne souhaitait pas avancer, ça bloquait toutes les autres. Donc par exemple, je prends un exemple comme ça au hasard, quand la province Nord ne voulait pas avancer sur un projet de la province Sud, ça bloquait le projet de la province Sud. Aujourd'hui, il y aura des contrats qui seront dédiés aux collectivités, avec des objectifs qui seront pensés par les collectivités, validés par les collectivités, avec des ambitions politiques. Et je crois que c'est une excellente chose là-dessus. Alors en plus, l'autre nouveauté par rapport à ces contrats de développement, c'est qu'on ne peut pas parler de fléchage, mais en tout cas, il y a des intentions. Il faut que certains secteurs soient privilégiés, voire servis en premier, et notamment tout ce qui concerne la transition énergétique et l'écologie. Oui, en tant que membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, je peux que m'en féliciter, mais on a vu dans les annonces du ministre une vraie prise de conscience et une vraie volonté, et même au niveau national, on le voit sur les lois sur l'industrie verte, d'agir de manière beaucoup plus forte sur le climat. Sur l'énergie, on a des enjeux qui sont importants, notamment liés au nickel, mais sur la partie écologique et sur le trait de côte, on voit qu'il a fait ses annonces à OVA, qui est directement menacé par le réchauffement climatique, qui est aujourd'hui une réalité. Il suffit d'aller voir sur la côte Est, j'y étais la semaine dernière, on voit que l'eau, elle tape dans la route, on le voit ce qui s'est passé au Faramédé au dernier coup d'ouest, où l'îlot a été ravagé. Quasiment submergé, qui est un fleuron touristique de la Nouvelle-Calédonie. La province Sud et sa présidente sont intervenus extrêmement rapidement pour y répondre, mais que la Nouvelle-Calédonie ne pourra pas intervenir seule sur ces sujets-là. Et nous, on avait demandé au titre des loyalistes que cette compétence au niveau de l'écologie et de l'environnement, elle puisse être prise en compte aussi au niveau national, parce que c'est un enjeu qui dépasse la simple Nouvelle-Calédonie. Alors on sait qu'un certain nombre de Calédoniens sont confrontés à des questions d'inflation, de cherté de la vie. Mettre autant d'argent sur des sujets comme cela, ça vous semble quand même important? Oui, c'est important parce que ça touche le quotidien. On a quasiment 80% de la population qui vit en bord de mer en Nouvelle-Calédonie et qui vont être menacés ces prochaines années. Mais ensuite, il y a des choses au niveau de la transition énergétique qui vont permettre de baisser aussi la facture d'électricité aux Calédoniens. Parce qu'on voit que le problème de la vie chère, le problème du pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui la principale préoccupation des Calédoniens et il faut être en capacité d'y répondre. Mais c'est une compétence aussi de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut que le gouvernement prenne sa part et que les provinces prennent leur part. L'État met 36 milliards sur la table pour ces futurs contrats de développement. C'est une somme conséquente? Oui, c'est considérable et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. On voit que depuis la mandature et l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, il y a un soutien sans faille au niveau à la fois institutionnel mais aussi financier pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et sur des compétences qui ne sont pas forcément celles de l'État. On voit qu'il y a une volonté de relance, d'investissement et surtout de donner des perspectives d'avenir et permettre que la Nouvelle
Calédonie ne tombe pas dans une morosité avec un cercle vicieux. Alors beaucoup d'annonces autour de l'écologie, autour du changement climatique, mais ces contrats de développement doivent aussi parler formation, logement, santé, accès aux soins, cohésion sociale. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus large que simplement les questions d'environnement. Oui, totalement. Et on voit que sur la question de l'université, par exemple, il y a des contrats de développement qui seront liés à l'enseignement supérieur. Il y aura des contrats de développement qui seront liés à la diversification économique hors transition énergétique et écologique. Donc il y a vraiment un panel très large des interventions de l'État, et 36 milliards, c'est une vraie bouffée d'air pour la Calédonie, et surtout 36 milliards qui seront mieux utilisés de manière plus simple, de manière plus efficace, et surtout avec des collectivités qui n'auront pas besoin d'attendre l'avis des autres collectivités pour agir. Alors qui va négocier ces contrats de développement et selon quel calendrier, puisque 2024 c'est demain? Oui, c'est le Haut Commissariat qui sera directement dédié, et ensuite les exécutifs à la fois des différentes collectivités qui décideront de leurs objectifs. Alors, lors de sa visite, Gérald Darmanin a aussi beaucoup parlé de transition énergétique. Il est allé à la clôture du forum du FEDOM, consacré à la transition énergétique. Il a aussi parlé de la transition énergétique lors du groupe Nickel auquel vous avez assisté. Là aussi, il y a des annonces qui ont été faites et il y a une volonté de la France, en tout cas, d'accompagner la Calédonie dans cette transition. Oui, déjà, il y a des annonces fortes qui ont été faites sur la question de la transition énergétique, mais aussi sur le secteur du nickel, où l'État, là aussi, prend sa place, et le ministre a très justement rappelé que la Nouvelle-Calédonie est le seul territoire avec une richesse aussi importante du nickel qui perd de l'argent. Donc il y a un moment, il faut se poser des questions. C'est pas la première fois qu'il le dit. C'est pas la première fois qu'il le dit, et il a raison de le redire jusqu'à ce que ça se passe bien. Mais il y a des leviers de compétitivité, de leviers d'amélioration, et la question de la transition énergétique en fait partie. On a commencé à avancer très fortement ces 3 dernières années sur la décarbonation du mix énergétique calédonien, et aussi pour réduire la facture aux métallurgistes, pour préserver l'emploi des Calédoniens qui y travaillent. Mais le ministre a fait des annonces très fortes en disant qu'il préférait mettre des milliards d'euros sur la transition énergétique plutôt que des subventions à la fin de l'année pour sauver simplement les usines. Donc c'est une véritable vision de long terme qui ne s'arrête pas à ce que l'État dit, surtout pas d'ennui en Calédonie, on fait un chèque. Non, il y a une vraie vision commune, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie fait partie de la stratégie nationale, et donc on avance ensemble sur la question du nickel. Et les métallurgistes, vous les sentez concernés par ces questions-là, voire engagés aujourd'hui? Oui, beaucoup plus. Il y a 3 ans, j'avais du mal à leur parler. En début de mandature, ils voulaient chacun leur centrale au fioul, au charbon, à côté de leur usine. Aujourd'hui, on a des métallurgistes qui sont particulièrement engagés sur cette décarbonation. Bon, le fait que le charbon a été multiplié par 4, ça aide, mais le prix du charbon. Oui, le prix du charbon a été multiplié par 4, ça aide, mais ensuite il y a aussi un vrai côté de positionnement d'une marque de nickel vert en Nouvelle-Calédonie qu'on souhaite inclure, et c'est ce qu'on a dit aussi avec Sonia Backès au moment du groupe Nickel, où la Nouvelle-Calédonie ne doit pas avoir une stratégie nickel purement calédonienne. Elle doit être inclue dans la stratégie nationale sur du nickel batterie, et au-delà du national sur une stratégie européenne. Et ça veut dire que Gérald Darmanin a fait un appel du pied véritablement aux métallurgistes calédoniens, et que l'État pourrait s'engager dans l'achat de nickel calédonien? Oui, on en a parlé. Enfin, au moment du groupe Nickel, vous en avez Au moment parlé du groupe Nickel, il l'a annoncé d'ailleurs aussi à Elisabeth Noir quand il était interrogé dimanche soir avec ses autres confrères. C'est la première fois qu'on voit l'État autant se positionner sur la question du nickel, avec des gigafactories qui sont fabriquées dans le nord de la France, qu'il faudra bien alimenter sur ce minerai de la transition énergétique. La Nouvelle-Calédonie en a 25% des réserves mondiales, ça serait bête de s'en priver. Alors sur un plan plus politique, Christopher Gigès, qu'est-ce que vous retenez de la visite de Gérald Darmanin? Il a beaucoup été question du corps électoral, d'autodétermination, des bilatérales, etc., de l'émancipation. Quels sont les points essentiels pour vous que vous retenez? Le point essentiel, c'est déjà l'engagement de Gérald Darmanin dans ce dossier. Enfin, il faut que les Calédoniens comprennent qu'un ministre de l'Intérieur qui se déplace autant en Nouvelle-Calédonie, c'est 3 fois. C'est pas commun. C'est vraiment une volonté à la fois de Gérald Darmanin, mais aussi du président de la République qui lui a confié cette mission. Et enfin, on avance sur des sujets. On reste extrêmement prudent avec les annonces qui ont été faites, et sur la question du corps électoral avec les 10 ans qui seraient glissants. Pour nous, ça nous va pas, puisqu'on avait dit qu'on souhaitait 3 ans, et qu'on considérait que le dégel
dégel du corps électoral, c'était quelque chose de normal. On souhaite maintenant qu'on avance sur d'autres sujets, notamment le fait qu'on retrouve un équilibre démocratique dans les institutions et que un électeur pèse autant en province nord qu'en province sud qu'en province des îles. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et ce qui entraîne un déséquilibre démocratique. Donc il y a des avancées, la porte est ouverte, mais on reste extrêmement prudent sur la suite. Est-ce que cette avancée sur le corps électoral qui pourrait effectivement devenir glissant, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt par rapport aux autres sujets qui restent à discuter? Non, et surtout c'est normal. Enfin, c'est-à-dire que c'est le dégel du corps électoral, c'est ce qui avait été mis dans les conséquences du oui et du non, et qui disait que c'était une période transitoire et qu'à l'issue de l'accord de Nouméa, et on arrive à l'issue de l'accord de Nouméa, le corps électoral sera dégelé. Donc, ok, les indépendantistes ont dit qu'ils étaient a priori favorables et ils ont signé un papier. Mais nous, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on souhaite travailler, sur le poids des électeurs dans les institutions, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et les perspectives qu'on donne aux Calédoniens en termes de projets de société. Et on sera aussi extrêmement vigilant sur la question du droit à l'autodétermination, qu'on souhaite le plus loin possible et le plus compliqué possible. Donc il y a un certain nombre de sujets qui restent à discuter. La suite, c'est la visite d'Emmanuel Macron probablement fin juillet. Les délégations calédoniennes se retrouveront à Paris à la mi-août, et Gérald Darmanin prévoit de revenir début septembre en Calédonie, c'est-à-dire qu'en un mois et demi, il va se passer beaucoup de choses. Ça va être une séquence décisive, selon vous, dans les discussions sur l'avenir? Oui, enfin, la venue du président de la République, il va venir tracer la stratégie nationale dans le Pacifique. Il va être question beaucoup d'axes indo-pacifiques. Comme il l'avait fait dans sa visite précédente, d'ailleurs. Comme il l'avait fait dans sa visite précédente, avec un discours qui reste, à mon avis, dans les mémoires des Calédoniens. Il va tracer aussi la ligne, mais c'est pas lui qui va rentrer dans la technique du prochain accord. C'est pour ça que Gérald Darmanin invitera tout le monde en août. Et il reviendra en septembre, mais il l'a dit, ça sera dans des trilatérales où il n'y aura pas de réunion, et l'État prendra ses responsabilités. Et nous, on attend que l'État prenne ses responsabilités si les indépendantistes ne se mettent pas à trois autour de la table. Aujourd'hui, le message que vous faites passer aux Calédoniens, c'est les choses avancent enfin? Oui, les choses avancent, elles ont déjà avancé il y a quelques temps, quand on a voté 3 fois au référendum et qu'on a un ministre qui nous dit maintenant on est dans la France et on avance dans la France. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut construire la suite avec nos partenaires, mais si ces derniers ne veulent pas construire ou se mettre autour de la table, il faudra avancer quand même. Christopher Gigès, membre du gouvernement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.